Dans le premier cas, nous allons aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Le comté de Lynn est situé dans la partie nord de l'État du Missouri, une région qui, à la fin du XIXe siècle, était composée de petites fermes cultivant principalement du maïs et du blé. Les États-Unis avaient connu une expansion spectaculaire de l'agriculture depuis 1860 et, en 1880, le nombre de fermes à travers le pays avait plus que doublé, tout comme le nombre de personnes employées pour y travailler. Le 11 mai 1894, Madame John Carter entendit frapper à sa porte. C'était étrange car il était encore très tôt et elle n'attendait pas de visiteurs. Elle était dans la cuisine mais alla vite sur le perron pour voir qui était à la porte. À sa grande surprise, c'était Nellie Mix, une fillette de 6 ans qui habitait tout près. Mais Nellie n'avait pas l'air comme d'habitude. D'habitude, c'était une enfant bien habillée, car sa mère veillait à ce que tous ses enfants soient toujours à leur avantage. Cependant, aujourd'hui, Nellie avait l'air très différente. Sa robe était déchirée et sale et son visage était couvert de sang. Elle avait une profonde cicatrice sur le front. Madame Carter demanda à la pauvre enfant ce qui n'allait pas, mais Nellie s'exprimait confusément. Elle réussit finalement à dire qu'elle avait dormi dans une meule de paille à côté des corps de ses parents et de ses jeunes sœurs, qui avaient tous été assassinés. Madame Carter fut stupéfaite. Le comté de Lynn était un endroit tranquille, un lieu sûr pour élever une famille. Cela semblait irréel, mais Nellie paraissait avoir dormi dehors et sa blessure à la tête était profonde. Madame Carter se rendit dans la chambre de son fils de 9 ans, Jimmy, et lui demanda d'aller à la meule de paille pour vérifier si l'étrange histoire que lui avait racontée la jeune Nellie Mix était vraie. Pendant que Jimmy cherchait les corps, Madame Carter lava le sang du visage de Nellie et lui donna à manger. La pauvre enfant parlait encore à voix basse, et ses mots étaient difficiles à comprendre. Jimmy ne fut pas parti longtemps. Il revint bientôt et informa sa mère qu'il y avait effectivement des morts dans la meule de paille. Madame Carter fut choquée car, bien qu'il fût évident qu'il était arrivé quelque chose à la jeune fille, elle ne pensait pas que l'histoire des corps dans la meule de paille allait s'avérer vraie. Elle pensait qu'il y aurait presque certainement une autre explication. Comme Nellie ne pouvait pas être laissée seule, Madame Carter dit à Jimmy d'aller prévenir les voisins et il partit immédiatement les chercher. La première personne qu'il vit fut un homme nommé George Taylor, qui herçait son champ de maïs. Il était encore très tôt et c'était étrange que M. Taylor travaille à cette heure-ci. On aurait vraiment dit qu'il essayait de recouvrir les traces de chariot qui avaient été faites la nuit précédente. Alors que Jimmy s'approchait de lui, il dit à M. Taylor qu'il y avait des morts dans la meule de paille, donc il devait faire attention en herçant autour. Ce qui s'est passé ensuite était plutôt étrange, car au lieu que George Taylor aille immédiatement enquêter sur cette terrible et bouleversante nouvelle, il emmena d'abord Jimmy chez lui et lui dit d'attendre car il devait d'abord dételer ses chevaux. Jimmy a attendu, mais George Taylor n'est jamais revenu. En réalité, il avait sellé son cheval et était parti à Browning, impatient de voir son frère, M. William Taylor. Les frères Taylor, riches et instruits, étant célèbres dans le nord-est du Missouri. William avait obtenu son diplôme de droit à l'Université du Missouri et siégeait à l'Assemblée générale du Missouri. Ils travaillaient maintenant à Browning pour la People's Exchange Bank. Ils étaient un peu tous les deux vêtus de beaux vêtements et avaient été décrits comme beaux et bien élevés. Cependant, malgré cela, la perception des deux frères par les habitants des villes de Milan et Browning avait changé lorsque, en 1891, ils furent accusés de faux et de vol pour avoir émis de faux chèques bancaires. Ils furent aussi arrêtés pour incendie criminel et vol de bétail. Après avoir retrouvé son frère, George Taylor quitta rapidement la ville. Un homme nommé M. Tom Daly avait vu M. George Taylor se diriger vers Browning et, peu de temps après, il vit de nouveau M. Taylor. Mais cette fois-ci, il était accompagné de son frère, M. William Taylor, et ils se dirigeaient en rond vers l'est. Il était alors 8 heures du matin, et M. Daly déclara que les deux hommes semblaient plutôt pressés. Pendant ce temps, les autorités avaient été contactées et chez Madame Carter, la petite Nellie Mix, âgée de 6 ans, était prise en charge par le médecin local. Quand on lui demanda d'expliquer, elle répondit « En montant la colline, l'homme sans favori a dit avoir froid aux pieds et descendu, a marché à côté de la charrette et a tiré sur papa. Que papa a sauté dehors et a commencé à courir. Ensuite, maman a crié et s'est mise à sauter. Ils m'ont alors frappé à la tête et je me suis endormi. Quand l'homme m'a mis dans la paille, celui avec les moustaches m'a frappé dans le dos et a dit « Ils sont tous morts ».
Ils m'ont recouvert et je ne pouvais pas bien respirer. Je les ai entendus dire que ça ne brûlerait pas car ça ne prendrait pas feu. La nouvelle des meurtres de monsieur et madame Mix et de 2 de leurs filles s'est vite répandue. Des hommes de Milan et de Browning se sont lancés à la poursuite des tailleurs. Pendant ce temps, une enquête a été menée pour tenter de déterminer ce qui avait conduit aux événements tragiques de la veille au soir et qui en était responsable. L'enquête a appris que le père de Nelly, M. Gus Mix, était fermier locataire et qu'il occupait des terres appartenant à Georges et Guillaume Tailleur. M. Mix avait déjà été arrêté pour vol de bétail et avait plaidé coupable au tribunal. Il a ensuite été incarcéré. Lors de la première semaine d'avril 1894, le gouverneur Stone lui a proposé une grâce s'il témoignait contre M. George et M. William Taylor au tribunal. Désireux de retrouver sa famille, M. Mix a accepté. Cela a cependant beaucoup inquiété les Taylor. Ils savaient que des habitants du comté de Lynn voulaient Tunchouler les voir en prison et que le témoignage de Gus Mix contre eux était inacceptable pour eux. Ils devraient le convaincre de changer d'avis. Ils sont allés chez lui et lui ont offert 1 000 $ ainsi qu'une charrette et des chevaux s'il quittait la région. Gus Mix a accepté leur proposition. C'était avantageux pour lui car il aurait une charrette, des chevaux et 1 000 $ et pensait qu'il serait facile de devenir fermier locataire ailleurs, surtout avec une telle somme pour l'aider. La mère de M. Gus Mix vivait dans la ville voisine de Milan, mais passait beaucoup de temps à aider chez son fils. Elle a déclaré à l'enquête que Gus l'avait tenu informé de la situation et qu'elle savait qu'il avait accepté de témoigner contre les frères Taylor, mais qu'il avait finalement décidé d'accepter leur offre de 1 000 $ de chevaux et d'une charrette pour quitter le comté. Elle a dit que George et Guillaume Taylor avaient dit à son fils qu'il viendrait chez lui le soir du jeudi 10 mai. Il partirait alors avec eux et, lorsqu'il aurait trouvé une nouvelle ferme à louer, il enverrait chercher sa famille pour qu'elle le rejoigne. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour George et Guillaume Taylor, car à leur arrivée chez les Mick, Madame Delora Mix leur annonça que son mari ne partirait pas sans elle, ni les enfants. Elle ne faisait pas confiance aux Taylor et, bien qu'elle pensât qu'ils étaient capables de faire du mal à son mari, elle ne croyait pas qu'ils essaieraient un jour de blesser une femme ou un enfant. Madame Delora Mix était préparée. Elle avait déjà mis le peu qu'elle possédait dans quelques cartons, prête à commencer une nouvelle vie ailleurs. Aucun objet emballé par Madame Max n'a été retrouvé, ni literie ni vêtements. On savait aussi que M. Mix portait toujours une montre en argent qui ne se trouvait pas sur son corps lorsque la famille a été emmenée à la morgue. Les autorités n'avaient retrouvé dans la meule de paille qu'une couette partiellement brûlée. Nelly a répété à l'enquête ce qu'elle avait déjà dit lorsqu'elle avait été examinée par le médecin. D'après les preuves présentées, il se dessinait qu'à la faveur de l'obscurité, la famille Mix et les tailleurs s'étaient dirigés vers l'ouest de Browning. Lorsqu'ils sont arrivés près de l'école, George Taylor est descendu de la charrette et a tiré sur M. Mix. Il a tiré sur sa femme Delora et leur bébé, puis frappé les 2 filles avec une pierre. Les frères Antipgon-de-Vitar ont transporté les corps sur la charrette jusqu'à leur ferme, à 3 km, et les ont enterrés dans des tombes peu profondes, sous la meule de paille déjà préparée. À la fin de l'audience, le verdict du jury du coroner a conclu que la famille Mix était morte des suites de blessures par balle et de coups portés avec un objet contondant, comme une pierre, et que les personnes responsables de ce terrible crime étaient M. George Taylor et son frère M. Guillaume Taylor. Cependant, les frères avaient déjà quitté le comté. 2 jours plus tard, le dimanche 13 mai, une grande foule s'est rassemblée pour rendre hommage alors que les corps de M. Gus Mix, de son épouse Delora et de leurs filles Mamie et Hattie étaient enterrés au cimetière de Butte dans le comté de Sullivan. Toute la famille a été placée dans une seule tombe. Des groupes d'hommes, tous armés de fusils, se sont lancés à la poursuite des tailleurs et un message a été envoyé à tous les comtés environnants pour qu'ils soient à l'affût des frères. Cependant, ils ont réussi à éviter l'arrestation et ce n'est que le 26 juin qu'ils ont finalement été appréhendés dans la petite ville de Batesville, dans l'État de l'Arkansas. Ils ont été ramenés dans le comté de Lynn, Missouri, par train, mais comme les habitants avaient déjà décidé qu'ils étaient sa morceau coupable, des foules s'étaient rassemblées pour les attendre. Ils ont donc été descendus du train à Macon et transférés à la prison de Moberly.
L'avocat des Taylor a demandé une caution de 50 000 $ pour chaque frère au tribunal du comté de Lynn, mais le juge a refusé car George et William Taylor avaient enfin disparu plus d'un mois après le crime. Le procès débuta le 18 mars 1895 au palais de justice de Carrollton, comté de Carroll, Missouri. George et William Taylor sont arrivés au palais de justice en costumes élégants, ressemblant à deux gentlemen distingués. Ils semblaient confiants d'être acquittés et niaient avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de M. Gus Mix, de son épouse Delora et de deux de leurs filles, Hattie et Mummy. Des témoins affirment avoir entendu les tailleurs menacer M. Mix. Une dame nommée Madame Kitty Edens a raconté comment elle avait entendu 5 coups de feu, peu après minuit, le jeudi 11 mai. La mère de M. Marks a aussi témoigné. Elle a dit au tribunal qu'elle avait toujours trouvé les frères Taylor intimidants et craignait qu'ils ne fassent du mal à son fils un jour. Elle a dit qu'il avait reçu une lettre le 10 mai écrite sur du papier à en-tête de la People's Exchange Bank. Non signée, elle portait seulement 3 étoiles. Elle disait simplement « Sois prêt à 10 heures, tout est en ordre ». Des témoins ont vu les frères dehors en charrette ce soir-là, et M. Dillinger a affirmé au tribunal que William Taylor lui avait dit qu'il tuerait M. Mix. Personne n'avait réellement vu George ou William Taylor commettre le crime, et leur avocat de la défense, un certain colonel John Hale, a rappelé au tribunal que toutes les preuves présentées étaient un au mieux circonstancielles. Et il n'y avait aucune preuve permettant de condamner les accusés. Mais la défense a fait comparaître de nombreux témoins à la barre. La plupart d'entre eux étaient plutôt des membres de la famille des Taylor. La femme de George Taylor a témoigné que son mari était à la maison le soir du 10 mai et n'était jamais sorti. Et la femme de William Taylor a déclaré que son mari était rentré à 22 heures puis avait dormi jusqu'à 5 heures du matin. Des questions ont été soulevées sur du sang trouvé sur la charrette des Taylor. Les témoins de l'accusation ont vu du sang sur la charrette, mais ceux de la défense ont assuré qu'il était ancien et qu'il y avait aussi de la peinture rouge. George et William Taylor ont témoigné pour leur défense, présentant des versions très similaires et soigneusement préparées des faits. Ils ont confirmé, comme leurs épouses, être rentrés chez eux sans ressortir. William a dit que George était venu le voir le matin du 11 mai et lui avait annoncé que M. Mix avait été tué et retrouvé sur sa ferme. William a déclaré que George voulait contacter la police pour demander une enquête, mais il jugeait cela risqué, pensant qu'on leur tendait un piège car tout le monde savait que Gus Mix avait accepté de témoigner contre eux. À la fin du procès, le jury a délibéré 2 jours sans parvenir à un verdict. Ils ont voté 7 contre 5 pour sa condamnation. Un nouveau procès est donc nécessaire. Avant cela, des rapports de corruption sont vite apparus et un juré a révélé avoir reçu une offre de 750 $ pour voter non coupable. Le deuxième procès a commencé en juillet 1895 et l'accusation a décidé qu'au lieu de poursuivre les frères Taylor pour les 4 meurtres, il ne serait rien à juger que pour le meurtre de M. Gus Mix. L'accusation avait conclu qu'il serait trop difficile de prouver que le meurtre de Madame Delora Mix et des 2 filles était prémédité. À cette époque, Nellie Mix était sous la tutelle de Madame Pierce, épouse d'un avocat de l'accusation. Nellie n'a pas témoigné lors des 2 procès, bien que la déclaration qu'elle avait faite au médecin lors de son premier examen, le 11 mai 1894, ait été lue au tribunal. Pendant la procédure, il lui arrivait parfois de quitter sa chaise pour s'asseoir sur les genoux du mari de Madame Pierce, le procureur Pierce. Les témoins et les déclarations lors du second procès étaient très similaires à ceux du premier, et le 2 août, le jury s'est retiré pour délibérer sur le verdict. Ils sont revenus pour déclarer M. George Taylor et son frère M. Guillaume Taylor coupables de meurtre au 1er degré, et le juge les a tous 2 condamnés à mort par pendaison. Bien sûr, les frères ont fait appel en vain. La date de la pendaison a été fixée au 30 avril 1896. En attendant, ils ont été envoyés à la prison de Carrollton. Le 11 avril, ils se sont évadés. William a vite été arrêté et conduit à la prison du Kansas. Mais à l'approche de la date d'exécution, son frère George n'avait toujours pas été retrouvé. Le matin du jeudi 30 avril 1896, William Taylor s'est rendu à la potence. Avant cela, il a proclamé son innocence dans une déclaration. Elle disait « Au public, je n'ai qu'une déclaration supplémentaire à faire.
Je ne devrais pas souffrir comme je suis obligé de le faire. Les préjugés et le parjure m'ont condamné. À cause de cette condamnation, ma femme est laissée veuve et seule. Mes bébés sont rendus orphelins dans ce monde cruel. Mes frères sont en deuil et mes amis pleurent. Vous précipitez ma mère et mon père aux cheveux gris dans la tombe. Les foules et ces éléments m'ont suivi jusqu'à la tombe. J'avais espéré vivre au moins jusqu'à ce que les bonnes gens réalisent l'injustice qui m'a été faite. Mais il n'en sera pas ainsi. Je me sens prêt à rencontrer mes dieux et maintenant je m'envole vers le grand inconnu, où je crois que chacun est jugé justement. J'espère que mes amis me rejoindront tous au paradis. Je crois que c'est là que je vais. Adieu à tous. Le frère de William, George Taylor, n'a jamais été retrouvé. Nellie Mix a été élevée par sa grand-mère maternelle. Elle avait épousé un homme du nom de Monsieur Albert Spray et, le 24 février 1905, elle a donné naissance à une fille dans la ville de Fulton, dans le Missouri, qu'elle a appelée Harriet. Nellie est tragiquement décédée lors de l'accouchement. Harriet a vécu jusqu'en 1977. Elle est décédée à Détroit à l'âge de 72 ans. Au fil des ans, de nombreuses histoires ont circulé sur le cas tragique de la famille Mix. Lorsque Nellie est sortie vivante de la meule de paille aux premières heures du 11 mai 1894, deux maisons étaient visibles. Bien qu'opposées, elles étaient à la même distance de la meule de paille. L'une était la maison de Madame Carter, tandis que l'autre était celle de Monsieur George Taylor. Nellie aurait expliqué comment la voix de sa mère défunte, Madame Delora Mix, l'a guidée et lui a montré la voie. Dans le deuxième cas, nous allons en Hongrie au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, la Hongrie était déjà un pays moderne et industrialisé. En 1873, l'ancienne capitale Buda et Óbuda ont été officiellement fusionnées avec la ville de Pest. Cela a créé la nouvelle capitale hongroise nommée Budapest. Au début des années 1900, il y avait eu de nombreux progrès technologiques, ainsi qu'une industrialisation et une urbanisation accélérée. Budapest a été la première ville d'Europe continentale à posséder un réseau de métro électrifié. L'économie croissait à un rythme comparable à l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, rendant cet endroit passionnant à vivre. La famille Schwartz vivait à Budapest, dans un quartier plutôt huppé, près du fleuve Danube. Ils avaient 5 enfants, l'aînée étant Gisela. Elle a été suivie de Gabriela, âgée de 11 ans, Velma, qui avait 10 ans, Karoy, 4 ans, et enfin Margit, qui avait 3 ans. Leur père s'appelait Elios Schwartz, et c'était un homme respectable, avec une bonne situation, travaillant à l'élégant hôtel London le 31 mars 1912. Les habitants de Budapest attendaient impatiemment l'été. L'hiver avait été long, et bien que le mois de mars marque le début du printemps, le temps était resté froid. Ce dimanche des Rameaux, certains membres de la famille Schwartz sont allés le matin à la basilique Saint-Étienne pour la messe. C'était une église très impressionnante nommée en l'honneur de Stéphane, le premier roi de Hongrie, qui régna entre les années 1000 et 1038. Gisela était rentrée à la maison vers 10 heures. Sa mère préparait de la nourriture pour les festivités et quelques heures plus tard, elle a envoyé Gisela acheter des oranges. Gisela était une enfant joyeuse et sage. Elle a mis son manteau, a dit au revoir à sa mère et est sortie de l'appartement. Elle a remarqué quelques visages familiers dans les rues, certains de ses voisins rentraient après leurs activités du matin. Elle s'est dirigée vers la petite épicerie. Habituellement animée, cette partie de la ville était ce jour-là particulièrement bondée. Les gens se précipitaient partout, essayant d'acheter des articles pour leur célébration du dimanche des Rameaux. Elle a acheté les oranges à un stand sur le boulevard Lipo, devant l'hôtel Morand. En regardant autour d'elle, elle remarqua que le temps s'était amélioré. Il faisait froid, mais le soleil brillait. Elle a commencé à marcher le long des boulevards bordés d'arbres pour retourner à son appartement. En agissant ainsi, elle a vu un prêtre de la basilique. Elle a souri, et lorsqu'ils se sont croisés, elle lui a souhaité une bonne journée. À ce moment-là, elle n'était plus qu'à quelques pâtés de maison de l'immeuble où elle vivait, mais Gisela Schwartz, âgée de 12 ans, n'est jamais rentrée chez elle. Plus tard dans la journée, son père a contacté la police et a signalé sa disparition. La police a ouvert une enquête, mais leurs efforts n'ont pas permis de retrouver la jeune fille disparue. Quand les journaux ont évoqué sa disparition, la pression sur eux a augmenté pour qu'ils en fassent
plus afin de résoudre ce mystère. Kalaman Krashani, qui était le détective principal de la police de Budapest, a reçu l'ordre de prendre personnellement en charge l'affaire. Un portier d'hôtel avait déjà informé la police qu'il avait vu un homme élégamment vêtu agir de manière suspecte et demandé s'il y avait de jeunes filles susceptibles de s'occuper de lui. Un témoin avait aussi décrit un homme semblable avec une jeune fille embarquant pour l'Autriche. La police a suivi cette piste mais a conclu que la jeune fille sur le bateau n'était pas Gisela. Le chef inspecteur Kreczani découvrit que le 31 mars, le jour où Gisela Schwartz, âgée de 12 ans, disparut, un agent travaillant de l'autre côté du Danube avait appréhendé un homme qui se comportait de manière plutôt suspecte près d'un fossé menant vers le fleuve. Il portait 2 paquets. L'agent demanda à l'homme ses papiers d'identité, mais il était incapable ou peu disposé à les présenter. L'agent avait alors dit à l'homme qu'il allait l'emmener au commissariat. Cependant, alors qu'il le faisait, l'homme s'est enfui et a jeté l'un des colis. Son chapeau est également tombé de sa tête dans sa précipitation à s'enfuir. L'agent n'a pas tenté de le poursuivre. Au lieu de cela, il a ramassé à la fois le chapeau et le colis, puis est retourné au poste de police. Lorsque la police a inspecté le chapeau, ils ont découvert qu'à l'intérieur du bord se trouvait un ruban de soie noire avec des mèches de cheveux attachées. Le colis, cependant, avait révélé quelque chose de bien plus macabre. Il contenait des feuilles de papier cirées couvertes de sang. L'officier a rédigé un rapport complet de l'incident, mais il n'est pas arrivé au siège de la police de Budapest. Jusqu'au 5 avril, le chef détective Kreczani a également appris que le 2 avril, un incident avait été signalé par la compagnie des chemins de fer électriques. Ils avaient informé la police que le dimanche des rameaux, le 31 mars, l'un de leurs employés, nommé Adam Skiel, était venu à la salle d'impression vers 14 heures. C'était étrange car personne n'aurait dû travailler ce jour-là. L'incident a été signalé car on pensait qu'il ne pouvait être là que pour commettre un vol, même s'il a été découvert plus tard que rien n'avait été dérobé sur les lieux. Un autre employé de l'imprimerie a déclaré avoir rencontré Adam Skiel le dimanche, juste au moment où il sortait par la porte de la cave, et il avait avec lui un grand sac de papier paraffiné. Il lui a demandé ce qu'il faisait. Il a répondu qu'il avait apporté le sac du train, mais comme il était déchiré et près de son travail, il a pensé aller à l'imprimerie chercher du papier pour le réparer. Les 2 hommes se sont serrés la main et ont poursuivi leur chemin. La description d'Adam Skiel était presque identique à celle de l'homme que l'agent de police avait appréhendé plus tard dans la journée. Le chef détective Kreczani pensait qu'il devait s'agir de la même personne, alors pour tenter de confirmer sa théorie, il se rendit à l'imprimerie, au bureau de la compagnie de chemin de fer électrique, et demanda s'ils utilisaient le papier ciré qui avait été découvert dans le colis abandonné. Le directeur confirma qu'ils en utilisaient et que le papier ciré que le chef détective leur montra était exactement le même que celui qu'ils utilisaient toujours. Le chef détective Kreczani montra aussi le chapeau au directeur et, après l'avoir examiné quelques secondes, il déclara qu'il pensait que c'était celui qu'Adam Skiel portait habituellement. Il dit au chef détective que, bien qu'Adam Skiel soit revenu travailler le lundi 1er avril, personne ne l'avait vu depuis. Il donna au chef détective son adresse qui était le 67, rue Koutvergy. Un autre témoin avait vu un homme correspondant à cette description boire dans le bar à vin à proximité. Elle se souvenait qu'il se comportait de manière étrange et portait 2 gros colis. Des détectives ont été envoyés à l'adresse. C'était un appartement situé sur la rive ouest du Danube, près du Budiše-Sirdut, une grande zone boisée couverte de grands chênes, hêtres et pins. Cependant, Adam Skiel n'était pas là. Sa petite amie, Katalin Simko, ayant appris leur arrivée, l'a averti de la présence de 2 policiers dans l'immeuble et il est vite parti par une sortie arrière. Néanmoins, les détectives ont fouillé l'appartement. Il n'était pas du tout rangé et pas très bien entretenu. Fait intéressant, ils ont découvert que Adam Skiel s'appelait en réalité János Rumpf et qu'il avait utilisé plusieurs pseudonymes différents. Des détectives ont également été envoyés à l'imprimerie. Cette fois, ils ont découvert 3 oranges et un œuf peint en rouge. Dehors, dans les ordures, ils ont trouvé des papiers qui avaient été couverts de sang, ainsi qu'un tablier de jeune fille. La police a récupéré le papier et l'a envoyé pour une expertise médico-légale. Cela a révélé qu'il y avait du sang et des cheveux humains collés dessus.
Le détective Krassani a déterminé que ce papier ciré avait servi à envelopper la tête de la victime. Il était également certain que cette personne était responsable de la mystérieuse disparition de Gazela Schwartz, et il a ordonné à toutes les unités de police disponibles de fouiller la ville pour le retrouver. Malgré une chasse à l'homme d'une telle ampleur, aucune trace d'Adam Skell ou de Janos Rumpf n'a été trouvée, et il semblait qu'il avait encore échappé à l'arrestation, comme le 31 mars. La police était certaine que la petite Gazela Schwartz, la fillette de 12 ans qui avait mystérieusement disparu le dimanche des rameaux, était morte. Mais ils devaient retrouver le corps. Des centaines de policiers ont reçu l'ordre de fouiller la forêt du côté ouest du Danube. C'était un effort coordonné avec différentes unités responsables de zones spécifiques. Ils ont été rejoints par des habitants locaux, désireux d'aider à résoudre le mystère. En fin d'après-midi, un policier a aperçu ce qui ressemblait à une petite main sous les broussailles. Un examen approfondi a révélé une partie du corps en décomposition d'un enfant. Mais il ne restait que le torse et les bras, la tête et les jambes avaient été enlevés. La zone a été fouillée, mais rien d'autre trouvé. Le torse avait été recouvert d'un manteau gris qui portait les lettres inconnues. 31. Cela représentait l'école que Gisela avait fréquentée l'année précédente et le numéro du porte-manteau qu'elle utilisait. La presse a rapporté l'histoire dans tous ses détails macabres, et bientôt non seulement tout Budapest, mais toute la Hongrie connaissait cette découverte horrible. Une autopsie a été pratiquée sur le torse. Les résultats ont révélé qu'elle était morte de 2 coups de couteau. Les gens continuaient à manifester avec des infos. Un conducteur de tramway a raconté comment Adam Skell était monté dans le tramway en direction de Hooversfeld un peu après 15 heures le dimanche des rameaux. Il utilisait souvent ce service et le chauffeur le connaissait vaguement. Le conducteur se souvenait de la date car il était monté avec 2 gros colis et n'était pas descendu à son arrêt habituel. Au lieu de cela, il avait continué quelques arrêts de ronde plus loin sur la ligne. Mais la raison pour laquelle le conducteur se souvenait si bien de la date était que, lorsque le tramway arriva au terminus, il fit son inspection habituelle de la voiture vide et à l'endroit où Adam Skell ou Janos Rumpf avaient posé ses colis. Il y avait une grande tache de sang. Le 28 avril, le torse et les bras de Giselle Schwartz, âgée de 12 ans, furent enterrés au cimetière de Kerepesi. C'est le plus grand cimetière de Budapest et l'un des plus anciens de Hongrie. Elle a été inhumée parmi les tombes de célèbres hommes d'État hongrois, écrivains, sculpteurs, artistes, compositeurs et sportifs. Une grande foule s'est formée le long des rues alors que le cortège se dirigeait vers le cimetière. Tout le monde avait la tête baissée et un silence étrange régnait alors que la barbarie du crime résonnait parmi les spectateurs. 2 jours plus tard, le 30 avril 1912, la tête de Gisela Schwartz a été retrouvée dans les broussailles, non loin de l'endroit où le torse avait été découvert. Elle a ensuite été placée avec son torse dans sa tombe au cimetière de Kerepesi. Ses jambes ne furent retrouvées que 7 mois après. Le monsieur qui faisait office de jardinier et de gardien de l'immeuble où Adam Skell ou Janos Rumpf avaient vécu à Budapest a reçu une lettre de sa part. Il s'appelait Peter Starak. Il posait beaucoup de questions sur l'affaire de la disparition de Gazelle Schwartz. À tel point que Peter Starak a informé la police, Adam Skell ou Janos Rumpf avait demandé qu'une réponse soit envoyée au bureau de poste de Munich, à l'attention d'un monsieur nommé Sándor Weidmüller. 2 détectives ont été envoyés à Munich et lorsque le mystérieux Sándor Weidmüller est arrivé pour récupérer la lettre, il a été appréhendé. Les détectives lui ont dit qu'ils savaient que son vrai nom était en fait Janos Rumpf. Cependant, il n'était pas seulement un homme recherché en Hongrie, il était également recherché en Allemagne. La liste des crimes présumés qu'il avait commis était longue et comprenait le vol, l'agression, le harcèlement et le meurtre. En 1906, Maria Schmelz, 14 ans, a été tuée et son corps caché dans les broussailles d'un bois voisin. Peu après, une fillette de 7 ans disparut. Son corps fut retrouvé sous des ronces. Dans une autre forêt isolée, Janos Rumpf fut accusé du meurtre d'une jeune femme, mais déclaré non coupable par le tribunal. Il était décrit de plusieurs façons différentes. Certains le qualifiaient de personnage étrange et lubrique. D'autres le décrivaient non comme bizarre et vulgaire, mais tout le monde s'accordait à dire qu'il y avait effectivement quelque chose de très suspect chez lui.
Une jeune femme qui avait eu une relation avec lui pendant un certain temps a raconté aux enquêteurs qu'elle trouvait particulièrement étrange que János aimait collectionner des objets que possèdent les petites filles, comme des bandeaux et des rubans. La police hongroise a enquêté sur son passé et a été surprise par ce qu'elle a découvert. János Rumpf venait d'une famille aisée originaire de Bavière, et ils espéraient qu'il étudierait un jour le droit. Cependant, il avait toujours été un enfant nerveux et cela s'est aggravé en grandissant. Ses parents ont tenté de le placer dans un établissement spécialisé pour surveiller son comportement jour et nuit. János, cependant, n'était pas prêt à être placé en institution. Alors il s'est enfui de Budapest et s'est rendu à Munich où il a trouvé du travail comme relieur. Lors de son interrogatoire, il a nié tout lien avec le meurtre de Gazelle Schwarz, 12 ans. Il a été remis aux autorités allemandes et, le 27 avril 1914, il a été jugé dans la ville d'Augsbourg pour les crimes qu'il aurait prétendument commis auparavant en Allemagne. Il a ensuite été reconnu coupable et condamné à mort. 2 semaines plus tard, cependant, le 9 mai, il mit fin à ses jours en se pendant dans sa cellule. Il n'a jamais été jugé pour le meurtre de Gisèle Force, âgé de 12 ans. En 1947, lors de la rénovation de l'imprimerie de la Compagnie des chemins de fer électriques à Budapest, des ouvriers firent une macabre découverte dans le sous-sol, le torse d'un garçon. On se rappela qu'en juin 1905, István Petík, 12 ans, avait soudain disparu et n'avait jamais été revu. Malheureusement, la police n'a pas pu identifier le torse, mais on a supposé qu'il s'agissait probablement d'une autre victime de János Rumpf. Cependant, comme János était décédé de nombreuses années auparavant, le mystère de l'identité du garçon, de la personne qui l'avait tué et placé dans le sous-sol de l'imprimerie ne sera jamais totalement résolu. Dans le troisième cas, nous nous rendons en Angleterre au milieu du XIXe siècle. Francis Turner est né en 1843 dans la ville commerçante de New Romney, dans le pittoresque comté de Kent. Bien que petite, la ville avait un riche patrimoine et un charme pittoresque. Elle se trouvait à la lisière du Romney Marsh, une région qui servait principalement de terres agricoles. Elle était utilisée pour le pâturage du bétail, en particulier des moutons qui prospéraient dans les pâturages fertiles. Les agriculteurs cultivaient aussi du blé et de l'orge sur les terres agricoles, récupérées dans le marais. La terre offrait aussi des roseaux pour les toits de chaume et de l'argile pour fabriquer des briques. Frances était issue d'une grande famille. Elle a fréquenté l'école locale, mais lorsqu'elle a eu l'âge, ses parents l'ont envoyée dans la ville de Folkestone, à 24 km de là, pour travailler comme domestique. Folkestone connaissait une croissance soutenue par sa position stratégique de port majeur et de station balnéaire. Ses falaises pittoresques et ses plages de sable en faisaient une destination attrayante pour les touristes, et l'arrivée du chemin de fer en 1843 avait encore facilité l'accès à Folkestone, ce qui a contribué à accroître l'activité économique et le tourisme. La ville est devenue un point de transit majeur pour les voyageurs vers l'Europe, et la construction du port a accru les liaisons en bateau à vapeur avec la France. Malgré sa popularité croissante comme destination de vacances et port, Folkestone a gardé son caractère traditionnel, la pêche et la navigation restant importantes pour l'économie locale. La ville comptait également une communauté florissante d'artistes et d'écrivains, attirés par ses paysages pittoresques et son ambiance maritime. Frances, devenue une jeune femme séduisante, aimait se promener sur la promenade où des messieurs l'abordaient souvent lorsqu'elle ne travaillait pas. Ses parents et son employeur furent choqués lorsqu'en 1864, elle annonça sa grossesse. Le père était un gentleman nommé M. William Kidder, un marchand de pommes de terre qui avait environ 15 ans de plus qu'elle. À l'époque, les mères célibataires subissaient un certain stigmate social, mais malgré les murmures et regards, Frances affronta la maternité avec une détermination sereine. Elle donna naissance à une fille qu'elle nomma Emma. Et peu de temps après, le 1er février 1865, elle épousa William. Cependant, à l'insu de Frances, William portait un passé chargé de complexité. Elle découvrit qu'il avait eu 2 enfants illégitimes issus d'une relation précédente, ce à quoi elle ne s'attendait certainement pas. La mère de ces enfants était une dame nommée Mademoiselle Eliza Staples, qui était malheureusement décédée,
et il avait été convenu qu'un des enfants résiderait chez les parents de la défunte dans le village de Selinge, tandis que l'autre, une fillette de 8 ans nommée Louisa, serait confiée à une autre famille. Quand M. Kidder ne put plus payer les pensions hebdomadaires, l'enfant fut renvoyé et la jeune Fitty s'installa chez lui et sa nouvelle épouse à Heights. Beaucoup décrivent Louisa comme une enfant calme et polie, mais elle devait désormais s'adapter à une vie dans une petite maison aux côtés de son père, de sa belle-mère et de sa demi-sœur Emma. Dès le début, la relation entre Louisa et sa belle-mère Frances était tendue. Bien qu'il fût courant dans les années 1860 que les parents infligent des punitions sévères pour discipliner leurs enfants, Frances faisait preuve de beaucoup de cruauté envers la jeune fille. Non seulement elle la soumettait à des violences physiques incessantes, mais elle l'obligeait aussi à porter des vêtements en lambeaux et lui refusait souvent de la nourriture. De plus, Louisa était parfois bannie de la maison, quel que soit le temps, et forcée de dormir dans l'obscurité lugubre de la cave, n'ayant pour seul réconfort que des sacs. La cruauté que Louisa a endurée l'a transformée d'une fille autrefois vive et heureuse en une enfant renfermée et déprimée, son esprit assombri par le traitement sévère infligé par sa belle-mère. Le comportement de Frances a conduit M. William Hennecker, son voisin, à la dénoncer aux autorités. Par conséquent, elle a été présentée devant un magistrat pour répondre à des accusations de cruauté et a été punie d'une amende. Louisa a été placée sous tutelle pour sa sécurité. William n'ayant toujours pas respecté ses obligations financières, Louisa est retournée vivre chez la belle-mère et la demi-sœur de son père. Le retour de Louisa a ravivé l'animosité de Francis à son égard, entraînant une recrudescence de cruauté. Les tensions ont augmenté entre William et Francis quand il a confronté sa femme sur son attitude envers leur fille. Au moins à une occasion, le conflit a dégénéré au point que William a expulsé sa femme de leur domicile. Le tourment de Louisa s'est accentué à cause de la faible protection de son père, M. William Kidder. Les voisins voyaient torser la tristesse de la jeune fille et ce qui se passait dans la maison, mais n'ont plus jamais alerté les autorités, laissant les mauvais traitements continuer sans contrôle. Mais Frances a aussi subi des violences de son mari. Dans l'Angleterre victorienne, les accès de violence d'un mari jetaient une ombre sur de nombreux foyers, les femmes subissant la majeure partie des violences physiques et émotionnelles à huis clos. Les normes de genre strictes et les contraintes légales laissaient bien souvent ces femmes sans recours, piégées dans un cycle de souffrance, dans une société où les questions domestiques étaient rarement abordées et où les victimes restaient isolées, incapables de demander de l'aide. Frances participait à aider son mari dans son commerce de pommes de terre. Cependant, leur vie a pris un tournant dramatique en juillet 1867 lorsqu'elle a subi de graves blessures dans un accident éprouvant. Alors qu'ils voyageaient dans leur charrette tirée par un cheval, un incident inattendu s'est produit lorsque le cheval s'est emballé. Cela a entraîné la chute de Frances et l'impact a été violent, la laissant avec des blessures que les médecins pensaient avoir pu affecter son cerveau. Une période de repos lui a été conseillée pour sa guérison. Malgré cette épreuve, le ressentiment de Frances envers Louisa persistait. Le samedi 17 août 1867, Frances, accompagnée de Louisa et de sa propre fille Emma, est allée rendre visite à ses parents à New Romney. Elle prévoyait d'y rester une semaine, car Frances se remettait de son accident. 8 jours plus tard, le dimanche 25 août, Frances informa ses parents qu'elle ne se sentait pas bien et dit qu'elle préférait rester à la maison avec les enfants plutôt que de les accompagner pour une promenade. Après le départ de ses parents, elle demanda à son frère et sa sœur de garder Emma, car elle et Louisa allaient à une foire proche. Elle demanda à Louisa d'enlever ses beaux habits du dimanche pour mettre une robe usée. Après cela, Louisa et elle partiront pour New Romney. Ce n'est qu'à 22 heures que Françoise rentra chez ses parents, mais Louisa n'était pas avec elle. Il faisait déjà nuit. La mère de Françoise entendit frapper à la porte et la laissa entrer. Pourtant, Madame Turner ne put cacher sa surprise en voyant sa fille rentrer seule. Mais avant qu'elle ne puisse exprimer son inquiétude, Françoise la regarda et dit « Oh maman, je suis toute mouillée. Je suis trempée jusqu'aux os. » Madame Turner la regarda puis demanda des nouvelles de Louise. D'un air froid, Françoise tourna simplement la tête et, en pointant du doigt, dit calmement « Là-bas, mais Louise était introuvable. »
Peu après, Guillaume vint les chercher. Mais lorsqu'il s'aperçut que Louise n'était pas là, il devint très inquiet. Il demanda à sa femme où se trouvait sa fille, mais Françoise ne donna que peu de réponses, seulement des excuses creuses. Elle semblait mal à l'aise, ses yeux évitant le regard perçant de Guillaume. Elle se retira dans sa chambre, suivie aussitôt par son père, qui vit les vêtements qu'elle avait portés ce jour-là sur le sol. Ils étaient jetés en tas, très mouillés et couverts de boue. Il resta un instant sous le choc, pleinement conscient du passé de cruauté de Françoise envers sa belle-fille. Inquiète, il en parla à Guillaume. Puis ils allèrent prévenir le constable Aspinal. Le constable les accompagna jusqu'à la maison où Françoise était assise sur une chaise, le visage grave et l'attitude quelque peu réservée. Le constable Aspinal lui adressa la parole, mais elle fixa juste le sol, l'air absent. Il insista, mais ses réponses restaient hésitantes et coupées. Sous le regard scrutateur de la loi, ses faibles tentatives pour expliquer l'absence de Louisa paraissaient de plus en plus invraisemblables. Il lui posa alors la question impensable. Avait-elle tué sa propre belle-fille ? Après quelques minutes, Frances commença à raconter l'histoire d'un accident tragique qui s'était produit près de Cobb's Bridge. Elle affirma que Louisa était tombée dans un fossé après avoir été effrayée par des chevaux. Elle dit qu'elle avait essayé de la rejoindre, mais qu'elle n'y était pas parvenue. À la place, elle a crié à l'aide, mais personne n'a entendu ses appels. Même s'il doutait de la véracité de cette histoire, le constable se préoccupait avant tout du bien-être de l'enfant. Il a rassemblé un groupe de recherche composé de quelques agents et de volontaires, dont la plupart avaient un début dans le pub local. Ensemble, ils ont fouillé la campagne à la recherche du moindre signe de la fillette disparue. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un groupe d'hommes tombe sur le corps sans vie d'une enfant, qui fut identifiée comme étant Louisa Kidder, âgée de 11 ans. La découverte a provoqué une onde de choc dans la communauté, brisant la paix fragile de la petite ville. Une enquête a été rapidement organisée et s'est tenue à l'auberge du navire. Ce fut une affaire éprouvante, chaque témoignage constituant une accusation accablante de la culpabilité de Frances. Au final, le verdict fut que la pauvre Louisa avait trouvé la mort aux mains de sa propre belle-mère. Frances fut conduite pour attendre son procès aux assises de printemps du Kent. Dans la ville de Maidstone, le trajet de 40 miles jusqu'à la prison s'avéra éprouvant, nécessitant un arrêt dans la ville d'Ashford pour que Frances puisse faire une courte promenade, sa détresse étant évidente aux yeux de tous. Lorsqu'elle arriva à la prison et fut placée dans une cellule, elle chercha refuge auprès du conseil de l'aumônier, le révérend W. Fraser. Grâce à ses conseils, elle trouva une apparence de paix, une lueur d'espoir, au milieu des ténèbres qui l'entouraient Zanti. Pendant ce temps, au-delà des murs de la prison, on parlait de trahison et de scandale. On disait que William, le mari de Frances, avait trouvé du réconfort auprès de sa jeune sœur Adélaïde, 18 ans. Cette révélation ajouta une note amère à la saga tragique qui les engloutissait tous. Le procès de Frances Kidder commença le 12 mars 1868 dans la ville de Maidstone, dans le comté de Kent. Il était présidé par monsieur le juge Biles. Avec l'aide de son avocat commis d'office nommé monsieur Chanel, Frances fit face à une accusation munie de preuves mettant en lumière les mauvais traitements continus qu'elle avait infligés à Louisa, ainsi que les menaces antérieures qu'elle avait proférées contre la jeune fille. Cependant, le témoignage du médecin local qui avait examiné l'enfant décédé à l'auberge du navire a révélé que la cause du décès était la noyade. Mais il a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve qu'elle avait été attaquée ou maintenue de force, et qu'il n'y avait aucun signe de violence physique sur son corps. L'agent Aspinal informa le tribunal que Louisa avait été découverte dans une eau très peu profonde, ne dépassant pas 60 cm, et dont une enfant de son âge aurait facilement pu s'échapper. Les voisins ont témoigné de la manière cruelle dont Madame Kidder traitait sa belle-fille, soulignant l'occasion où ils avaient vu la jeune fille avec des coupures sur le visage et du sang sur son tablier. Les témoins ont ajouté que Madame Kidder exprimait ouvertement son aversion pour sa belle-fille et la maltraitait constamment. Tout au long du procès, l'avocat de la défense de Frances, M. Chanel, s'est efforcé d'influencer le jury en suggérant que certains témoignages contre ses clientes avaient peut-être été exagérés. Bien que, curieusement, il n'ait pas vraiment mentionné les blessures qu'elle avait subies lors de l'accident de cheval et de charrette qui s'était produit alors qu'elle aidait son mari, et il n'a pas démontré au tribunal en quoi cela aurait pu avoir un effet néfaste sur sa santé globale. Étonnamment,
il n'a pas non plus mis en avant le témoignage du médecin signalant l'absence de signes visibles de violence sur le corps de Louisa. Malgré les preuves accablantes contre elle, Frances est restée ferme dans sa défense. Elle a chaud et soutenu que Louisa et elle avaient, toutes deux, été terrifiées par les chevaux, ce qui avait finalement effrayé Louisa au point qu'elle soit tombée à l'eau. Elle a affirmé avoir vaillamment tenté de sauver l'enfant, mais qu'elle n'avait pas réussi à l'atteindre. Personne n'a vu Frances commettre le crime, mais des témoins ont déclaré au tribunal l'avoir entendu parler de se débarrasser de la fillette. Madame Burwell a affirmé au tribunal avoir entendu Frances dire à Monsieur William Kidder qu'elle allait empoisonner l'enfant. Une preuve plus accablante a été apportée par Mary, la sœur de Frances, qui a affirmé au tribunal qu'à la mort de Louisa, Frances lui avait dit que la jeune fille ne reviendrait pas à Hythe car elle s'y opposerait. Frances a réfuté toutes les accusations portées contre elle. Lors de son témoignage au tribunal, Frances a relaté les événements tragiques ayant conduit à la mort de Louisa. Elle a raconté comment l'enfant courait le long de la berge lorsqu'elle a été effrayée par 2 chevaux, ce qui l'a fait tomber dans un fossé tout proche. Elle a raconté ses tentatives désespérées pour la sauver, pour finalement se rendre compte qu'elle en était incapable. Elle a précisé qu'il lui a fallu du temps pour sortir du fossé, et qu'il faisait nuit lorsqu'elle y est arrivée. Elle a dit être rentrée en courant chez ses parents sans croiser personne. Cependant, Frances a aussi révélé à la cour les sévices éprouvés de la part de son mari. Elle a parlé de son dévouement sans faille envers leur famille, affirmant qu'elle avait toujours veillé à ce que William, Louisa et Emma soient pris en charge et que Louisa aille à l'école vêtue de vêtements propres. Elle a ajouté que malgré tous ses efforts, son mari saisissait chaque occasion pour l'invectiver et inventait des mensonges pour discréditer sa réputation. Elle les a décrits ses abus répétés qui l'ont poussée à le dénoncer aux autorités. Cependant, elle a souligné que cela n'a fait qu'intensifier son animosité envers elle. Lorsque toutes les preuves ont été présentées, M. Justice Byles a minutieusement disséqué l'affaire. Il a passé en revue chaque élément de preuve et a donné des instructions détaillées au jury. Il a souligné l'importance d'accorder à la prévenue le bénéfice du doute, si des incertitudes subsistaient concernant les preuves essentiellement circonstancielles présentées contre elle. Mais malgré les instructions détaillées du juge, le jury a rendu son verdict après seulement 12 minutes de délibération. Madame Frances Kidder a été reconnue coupable du meurtre de sa belle-fille. Pendant le procès, Frances montrait un grand intérêt pour les audiences. Étonnamment, malgré la gravité, elle est restée remarquablement calme lorsque le juge Byles l'a condamnée à la pendaison. Avec un air de résilience, elle a quitté le banc des accusés calmement et sans assistance, affichant une détermination inébranlable. Face à son destin imminent, elle a ensuite été placée dans sa cellule à la prison de Maidstone pour attendre son exécution. Pendant son séjour, elle a confié à l'aumônier qu'elle avait bien tué Louisa, bien qu'elle ait affirmé que ce n'était pas prémédité. À midi, le 2 avril 1868, Frances Kidder a été conduite à travers la cour de la prison vers la potence. Une foule d'environ 2000 spectateurs s'était rassemblée pour assister à l'événement. Avec l'aide des gardiens, elle monta les marches jusqu'à la plateforme, ses mains tremblantes s'agrippant aux poutres. Dans l'atmosphère solennelle, elle pria, suppliant la clémence dans ses derniers mots. « Seigneur Jésus, pardonne-moi !» La trappe s'ouvrit alors et Frances Kidder fut pendue. Après l'exécution, elle fut inhumée dans une tombe anonyme dans la prison. Son dernier lieu de repos, un témoignage sombre de l'événement tragique qui s'était déroulé. Pour le dernier cas, nous avançons de près de 100 ans jusqu'à la magnifique île méditerranéenne de Malte en 1960. Malte est un archipel situé au centre de la Méditerranée, entre la Sicile et la côte nord africaine. C'est un magnifique pays avec une histoire riche. En 1813, Malte devient une colonie britannique et sert de base à la flotte britannique en Méditerranée. Assiégée par l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale, elle fut une base alliée clé pour les opérations. Le roi George VI a remis à l'île la croix de George, qui est décernée pour des actes de la plus grande héroïsme ou pour le courage le plus remarquable dans des circonstances de danger extrême.
Dans une lettre adressée au gouverneur de Malte, le lieutenant-général Sir William Dobbie, le roi George a écrit qu'elle était attribuée pour témoigner de l'héroïsme et du dévouement de son peuple pendant le grand siège qu'il a subi au début de la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1960, Malte faisait encore partie de l'Empire britannique, mais en 1964, elle est devenue une république indépendante. La Valette, plus grande ville de Malte, est aussi l'une des plus petites capitales d'Europe. C'est une communauté très soudée et tout le monde semble connaître les affaires des autres. Mais c'est aussi un endroit très charmant où, depuis de nombreuses années, les gens qui se promènent dans les rues étroites sont très impressionnés par la merveilleuse cacophonie de l'architecture baroque, avec de fortes influences de britanniques, françaises ou italiennes. Mardi 23 août 1960 était une journée d'été typiquement chaude à Malte. La fraîcheur du crépuscule apporta un soulagement bienvenu à la chaleur de la journée et les habitants reprirent leur routine du soir. Giga et Lei Camilleri vivaient déjà dans un petit appartement situé à l'écart de la route principale à La Valette. Ils menaient une existence assez simple. Giga avait 2 enfants d'une précédente union, Anthony, dite Toiny, 8 ans, et Carmen, 7 ans. Le couple avait aussi leur propre enfant, nommé Matisse, qui n'avait que 3 ans. Giga ne travaillait pas à l'extérieur. Elle restait à la maison pour s'occuper des enfants, tandis que Lely travaillait comme ingénieur maritime principal et travaillait sur le navire HMS Angelo. Toiny était réputé pour son calme et son intelligence. Malgré sa nature de réservé, il aimait rire et semblait bien s'entendre avec tout le monde à son école locale. Il excellait dans ses travaux de classe, faisait toujours ses devoirs et répondait rapidement aux questions difficiles, généralement correctement. À 19h40, un mardi soir typique, un policier local qui marchait dans la rue a été abordé par un homme pris de panique. Ses sanglots couvraient presque ce qu'il essayait de dire. Un jeune garçon est tombé et l'homme pense qu'il pourrait être mort. L'officier s'est précipité dans la maison, montant l'escalier en colimaçon. Un étrange silence l'a enveloppé en entrant dans l'appartement. Un jeune garçon gît, mort sur le sol de la cuisine, dans ce qui sera plus tard décrit comme la scène la plus atroce jamais vue par les officiers. Le garçon a été identifié comme étant Toiny Aquilina, âgé de 8 ans. Son petit corps était recroquevillé sur lui-même en position fétale. Ses bras maigres entouraient toute sa tête, la protégeant comme un bouclier. Il était entouré d'une mare épaisse de son propre sang. Horriblement, en y regardant de plus près, les agents ont découvert que sa tête n'était reliée à son corps que par de minces lambeaux de chair et de tendons. Sa gorge avait été tranchée de part en part et il était partiellement décapité. Horriblement, son corps n'était plus chaud au toucher. Il semblait être mort depuis un certain temps. La mère et le beau-père du garçon sont apparus, tous deux extrêmement bouleversés, pleurant et criant devant la porte d'entrée de l'appartement. Une enquête policière a commencé immédiatement, et des preuves ont été recueillies dans la maison et aux alentours. Pendant ce temps, à l'aube, la nouvelle du meurtre d'un garçon innocent de 8 ans s'est répandue dans toute Malte. Les habitants du quartier étaient indignés et écœurés qu'un tel crime ait pu se produire dans leur quartier paisible. L'attention s'est rapidement portée sur la mère et le beau-père de Toiny. Convoqués pour interrogatoire, ils ont aussitôt nié toute implication. Alors que Lely a déclaré qu'il était sorti faire une course, Giga a affirmé qu'elle jouait au tombola avec ses filles dans la rue, non loin de la maison, et qu'elle ne pouvait donc pas être impliquée. À mesure que l'enquête avançait, la pression publique pour résoudre l'affaire augmentait. Le public refusait qu'un meurtre d'enfants innocents reste impuni. Comme Malte faisait alors partie de l'Empire britannique pour aider l'enquête, des détectives de Scotland Yard furent appelés dans l'espoir de résoudre l'affaire et de traduire le ou les coupables en justice. À leur arrivée, comme pour la plupart des crimes, ils ont d'abord concentré leur attention sur la famille. Ils ont examiné les déclarations faites par Giga et Lely Camilleri. Cependant, ils auraient besoin de preuves supplémentaires avant de pouvoir les impliquer pleinement. Même si le calme et la tranquillité étaient un revenu à La Valette, les habitants étaient encore horrifiés par l'événement de ce jour d'août. Mais ils furent de nouveau bouleversés lorsque, alors que le soleil se couchait, le 1er novembre 1960, la nouvelle arriva que la mère de Toiny Aquilina, Giga et son beau-père Lely avaient été arrêtés et accusés de son meurtre. Le procès commença le 25 février 1961 et fit sensation à Malte.
Les détails révélés lors du procès sur la barbarie du crime et, en effet, sur la vie de Touani avant sa mort, allaient encore plus horrifier cette nation apparemment innocente. Plus de 100 témoins furent appelés par l'accusation et un tableau de l'agonie que Touani avait vécu durant ses 8 courtes années de vie commença à se dessiner. Gigi était loin d'être la mère aimante et endeuillée qu'elle avait laissé croire au public, et Lélie n'était pas seulement complice, mais un participant actif à la douleur et à la souffrance que Touani avait endurée. Touani n'a jamais eu une vie heureuse, même quand sa mère restait à la maison. Il était mis au travail pour nettoyer, récurer les sols, laver le linge à la main, et tout cela avec la peur d'une correction brutale s'il faisait un faux pas ou s'il se plaignait. Il pouvait être battu sans même avoir mal agi, tant les mauvais traitements étaient en effet fréquents. La souffrance de Touani aux mains de sa mère et de son beau-père, ceux qui sont censés l'aimer et le protéger le plus, est illustrée de la meilleure façon dans l'un des récits partagés lors du procès. Touani a volé de la monnaie à un enseignant et aussi à ses parents. Il a utilisé cette monnaie pour s'acheter une friandise. Pris de remords, il a avoué le vol à son enseignant. Son enseignante, loin d'être en colère, a profité de l'occasion pour lui enseigner l'importance de la vérité et du repentir. L'enseignante a raconté l'histoire à la mère et au beau-père de Touani, leur demandant de ne pas le battre, car il avait sûrement retenu la leçon. Ils étaient gentils furieux, ils l'ont attaché à un lit, frappé avec un bâton et brûlé avec des cigarettes. N'étant pas satisfaits de sa souffrance, ils l'ont ensuite attaché à la rambarde d'un balcon et ont continué à éteindre des cigarettes sur sa peau jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Un voisin a dû supplier Lélie d'arrêter pour que Touani soit enfin détaché de la rambarde. Les enseignants ont évoqué les brûlures et ecchymoses observées sur la peau de Touani à l'école. Il essayait de les cacher avec ses vêtements et niait leur existence lorsqu'on l'interrogeait. Son déjeuner était souvent moisi ou n'était pas fourni du tout, et physiquement, il était décrit comme frêle et mince. Dans l'enquête, des médecins légistes désignés par le tribunal ont examiné le corps de Touani pour déterminer la cause du décès. L'examen initial avait révélé qu'il avait été tué entre 17h30 et 18h30. Cependant, aucune aide n'a été demandée durant plus d'une heure après. La seconde autopsie a montré, en plus de la décapitation partielle, de profondes lacérations à l'arrière du crâne. Ceci avait clairement été causé par un verrou, utilisé pour le frapper peu avant la coupure de sa gorge. Bien qu'on ne sache pas si Touani était conscient pendant son passage à tabac brutal, les médecins ont pu établir que les cavités de son cœur s'étaient vidées, ce qui signifie qu'il était encore en vie lorsque sa gorge atteinte a été tranchée. Des empreintes de mains et des fragments du cerveau de Touani ont été retrouvés près du lieu de sa mort, dans le couloir commun devant chez lui et sur les escaliers menant à son appartement. Bien que personne n'ait été témoin de l'attaque mortelle contre Touani, le témoignage des voisins a permis aux enquêteurs de reconstituer le déroulement probable de cette journée horrible. Un enfant voisin de l'appartement de Touani l'avait entendu pleurer dans la zone commune ce jour-là. Poussée par la curiosité, elle s'est faufilée dehors pour voir ce qui se passait. Elle a regardé Touani tomber de quelques marches avant que sa mère ne la saisisse et ne quitte le bâtiment avec elle et sa petite sœur. Elle se rappelait avoir enjambé le corps de Touani au bas des escaliers où il était tombé. La mère de la fille assurait être sortie ce jour-là, bien que ses enfants soient restés à la maison. La fiabilité de la déclaration de la mère fut mise en doute car elle l'avait changée plusieurs fois. Un autre voisin, cette fois âgé de 14 ans, a déclaré que lorsqu'il est rentré chez lui et a monté les escaliers vers son appartement, il a vu Giga porter Touani, qui ne bougeait pas. Il n'y a pas vraiment prêté attention et est ressorti. En rentrant chez lui la deuxième fois, il a remarqué la porte de l'appartement Camilleri entr'ouverte et a regardé à l'intérieur. En début de soirée, il a vu Touani allongé et immobile dans la cuisine. Par terre, il est entré et a même touché le corps sans vie de Touani dans une tentative de le réveiller. N'obtenant aucune réponse, il s'est lavé les mains et est parti, choisissant de ne pas informer le policier qu'il a croisé quelques minutes plus tard dans l'immeuble par peur de s'attirer des ennuis. Mais le témoignage le plus accablant fut celui de Carmen Acalina, la propre sœur de Touani, qui avait alors 8 ans. Elle avait observé ce qui se passait alors qu'elle était assise sous le banc dans la cuisine. Elle se rappelait que Touani devait laver le sol. Il a vu la boîte à outils de son père et a pris un outil pour réparer ses chaussures. Gija remarqua qu'il traînait, utilisait des outils interdits et le réprimanda en les lui arrachant des mains.
Furieuse, elle frappa Toigny avec une lanière de cuir. Toigny tenta d'échapper à la correction de sa mère et s'enfuit de l'appartement. Peu après, Carmen se rappela que sa mère était revenue avec Toigny, inerte dans ses bras, et l'avait posé sur un lit. Carmen fut alors envoyée chercher son beau-père chez un ami, et lorsque le lit revint, Yidja lui dit qu'elle avait trouvé Toigny mort. Yidja saisit alors un couteau à pain pendant que Lélie déplaçait le corps de Toigny du lit au sol. Plus tard, Carmen vit ses parents se changer, enfiler des vêtements propres et mettre leurs habits tachés de sang dans la machine à laver avec un couvre-lit. Les preuves médico-légales ont montré qu'il y avait des traces de ce qui aurait pu être du sang dans le siphon de la machine à laver. Loli et Giga ont nié toute implication dans le meurtre de Toigny. Giga est restée sur sa déclaration initiale selon laquelle elle avait été absente de la maison tout l'après-midi. Elle a affirmé n'être revenue que lorsque Carmen, envoyée vérifier Toigny, n'a pas pu le trouver chez lui. Lorsque Giga est entrée dans la cuisine, elle a dit qu'elle avait trouvé Toigny couvert de sang et qu'elle était sortie en courant de la maison en criant « Mais Ideas, mon fils est fini, il est trempé de sang ». Loli a affirmé qu'il avait entendu Giga crier et hurler alors qu'il descendait la rue. Il a couru à la cuisine et trouvé Toigny dans une mare de sang. Quand il a déplacé la tête de Toigny pour vérifier s'il était en vie, il a dit « Elle s'est détachée et j'ai réalisé que son cou était tranché ». Finalement, les témoignages oculaires de Carmen ont convaincu le jury de la culpabilité de Lélie et Giga. Le procès avait duré 17 jours, ce qui, à l'époque, était le plus long de l'histoire maltaise. Bien qu'ils s'aient clamé leur innocence, un jury avait unanimement reconnu Giga et Lélie coupables du meurtre d'Anthony Toigny à Kalina. Lélie a été condamné à 20 ans de travaux forcés et Giga a été condamné à mort. Mais seulement 2 semaines plus tard, l'avocat de Giga a réussi à faire appel de sa condamnation et sa peine a été commuée en prison à vie. À la grande surprise du peuple maltais, elle n'a purgé que 10 ans de prison. Les circonstances entourant sa libération n'ont jamais été révélées. 33 ans après sa libération, Giga Camilleri a donné une interview à un journal de l'Église. Elle a continué à clamer son innocence en disant « Comment une mère peut-elle tuer son fils ?» On la cite en disant « Mon fils est un martyr, c'est un saint. Si vous voulez recevoir la même grâce, priez pour son intercession. Si je sais qui a tué mon fils, je suis prêt à lui pardonner. Si je ne lui pardonne pas, est-ce que je retrouverai mon fils ?» Lors de l'entretien, sa maison était ornée de photos de Toigny, dont certaines en costume blanc de communion. Cette photo de Toigny était devenue synonyme de l'affaire à Malte et elle est encore reconnue par ceux qui ont vécu l'événement. Même aujourd'hui, plus de 60 ans après ce meurtre brutal, l'affaire de Toigny suscite une profonde horreur au sein de la communauté maltaise. Dans un rebondissement mystérieux, Carmen, la sœur de Toigny, a déclaré dans une interview accordée à un magazine que tout ce qu'elle avait témoigné au tribunal était un mensonge. Elle a désigné un voisin de 14 ans qui avait dit avoir trouvé Toigny au sol dans la cuisine, sans le signaler à la police. À ce jour, aucune autre famille n'a jamais occupé la maison Camilleri, et cela ne fait que contribuer à garder l'affaire très présente dans l'esprit des habitants d'Aleta. Bien que Giga et Lélie aient tous deux été reconnus coupables du crime le plus horrible, des questions subsistent quant à savoir s'ils sont réellement responsables de la mort de la petite Toigny à Kalina, âgée de 8 ans le 23 août 1960. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.